Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Elle a été, après la guerre, la femme la plus rapide du monde. Jacqueline Auriol, belle-fille du président Auriol et l'héroïne de Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Marlène, bonjour à tous. Nous allons parler en effet d'une de nos plus grandes aviatrices, en compagnie de la double championne du monde de voltige aérienne, directrice du musée de l'air et de l'espace et présidente de l'Aéroclub de France, s'il vous plaît, Catherine Monoury. Et puis nous aurons un autre invité, Max Armanet, qui préside le conseil scientifique de ce beau musée. Si je comprends bien, après 15h, nous irons nous promener du côté du Bourget. Voilà, on ne peut rien vous cacher, Marlène. Nous avions réalisé une émission en direct de l'ancienne aérogare du Bourget il y a quelques années maintenant. C'était à l'occasion des 80 ans d'Air France. Mais nous n'avions pas pris le temps de véritablement visiter les collections. Eh bien, ce sera chose faite cet après-midi. Mais pour le moment, Jacqueline Auriol nous attend. Oui, mais vous avez raison, ne la faisons pas attendre. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Dimanche 11 juillet 1949. Nous sommes à Toussul-Noble en région parisienne et Jacqueline Auriol prend place à bord d'un petit avion, un bimoteur amphibie, le Scan 30, pour un vol qui s'annonce être un vol de routine. Elle est rayonnante, il faut l'imaginer, Jacqueline Auriol, tellement élégante, de grands yeux bleus, une belle chevelure blonde, un large sourire. Elle doit essayer cet appareil pour le compte d'une société de construction aéronavale qui a bien l'intention de profiter de la réussite de ce vol pour se faire de la publicité, bien entendu, parce que, pour tout vous dire, Jacqueline Auriol n'est pas n'importe qui. Elle est la belle-fille du président de la République, Vincent Auriol, qui est à l'Élysée depuis 2 ans. Elle prend la place du copilote. 3 hommes montent avec elle, le pilote et un autre homme, tous 2 membres de la société de construction aéronavale. Et puis, un proche de Jacqueline Auriol, Raymond Guillaume, ancien pilote instructeur de la patrouille d'Étang. Bref, les voilà installés. Le petit avion décolle. 1/4 d'heure plus tard, l'appareil est au-dessus du plan d'eau des Mureaux. Ça va très vite, bien sûr, sur la Seine. Le pilote prend sa ligne de descente. L'avion vole au ras de l'eau de plus en plus bas et soudain, la coque de l'appareil touche l'eau, l'avion rebondit, pique du nez, se retourne, il éclate et par la suite il va couler. Une vedette de la Marine nationale arrive très vite, il faut faire bien sûr très vite, les 4 passagers, s'ils sont encore en vie, risquent de se noyer. Ils sont tous les 4 en vie. Seulement, Jacqueline est de loin la plus touchée. Elle est même, pour tout vous dire, défigurée. Tous les os de son visage ont été brisés, le nez arraché, la mâchoire fracturée, elle n'a même plus de dents. Cela ne fait alors qu'un peu plus d'1 an que Jacqueline Auriol était pilote. Selon l'expression consacrée, rien ne prédisposait cette jeune femme à devenir aviatrice. Elle était née en 1917 dans le bocage vendéen. Elle était née à Chaland, le pays des canards, Chaland. Elle s'appelle Jacqueline Douai, c'est son vrai nom, c'est la fille d'un importateur de bois. Elle s'est d'abord tournée vers une carrière de décoratrice, donc comment fait-on dans ces cas-là ? On fait l'école du Louvre. Et puis, tout a basculé après son mariage avec Paul Auriol, brillant élève de Sciences Po en 1938, donc le fils de celui qui à l'époque est ministre des Finances, une des figures du socialisme français, Vincent Auriol. Elle a donc, à l'époque où elle va épouser Paul, elle a 21 ans. Très élégante, elle devient donc la belle-fille du premier président de la 4e République après son élection en 1947. Elle fait tout son travail, si je puis dire, de représentation, tant plus que le président n'a pas d'épouse à mettre en avant. Elle est de toutes les réceptions, son grand sourire, sa beauté, sa vivacité font des ravages. Mais Jacqueline Auriol s'ennuie, disons-le, dans ce rôle de mondanité. Elle veut bouger. Elle veut profiter de la vie, elle est très sportive, elle pratique l'équitation, le golf, le ski. Et puis, s'il y a une chose qu'elle aime par-dessus tout, c'est la vitesse. Alors un jour, avec son mari, elle est en train de déjeuner à l'Élysée avec Pierre Pouillade, l'attaché de l'air du président Auriol. Pourquoi n'apprendriez-vous pas à piloter ? Je suis sûr que cela vous amuserait, dit l'attaché. Paul et vous ? Quelle idée merveilleuse, dit-elle. Mais comment faire ? C'est simple, je vous emmène à un petit club, l'aéroclub de Saint-Cyr-l'École, et puis voilà. Et voilà comment donc, au petit matin du 6 juin 1947,
Jacqueline Auriol est montée dans un biplan, un Stamp, un avion d'entraînement, une espèce d'avion qu'ont connu tous ceux qui ont appris à piloter. Ce premier vol, disons-le, n'est pas une grande réussite. Les explications théoriques sont longues, ennuyeuses. Jacqueline a l'impression d'être sanglée de tous côtés. D'ailleurs, c'est le cas dans cette combinaison de vol kaki. Elle ne peut pas bouger dans le petit appareil. C'est une grande femme. Et le vol va durer 20 minutes et quand elle atterrit, son mari lui dit « Alors, ce vol, ça ne manque pas d'intérêt, dit-elle. » On ne peut pas dire qu'elle était vraiment éblouie. Seulement, son mari va l'encourager et c'est ainsi qu'elle va bientôt prendre sa première leçon, véritable leçon de pilotage. Et après quelques mois d'entraînement, elle obtient son brevet de pilote de tourisme, premier degré. Nous sommes là en mars 1948 et puis, quelques semaines plus tard, son brevet du second degré. Seulement, Jacqueline Auriol n'a pas l'intention de s'arrêter là. Ce qui l'a fait rêver, ce à quoi elle aimerait atteindre, c'est la voltige. C'est ce qui lui permettrait d'obtenir son brevet de pilote militaire, grâce auquel elle aura son propre avion. Le patron du groupe de liaison aérienne interministérielle, le fameux GLAM, la met en contact avec un ancien pilote instructeur de la patrouille d'Étampes, ce qui va devenir la patrouille de France, c'est Raymond Guillaume. Alors Raymond Guillaume, au départ, n'est pas vraiment impressionné par cette jeune et jolie femme blonde qui a l'air d'être là plutôt pour s'amuser qu'autre chose. Jacqueline Auriol n'a que 2 brevets de tourisme, seulement une centaine d'heures de vol à son actif. Elle a envie d'apprendre, cependant. Et elle n'a peur de rien. Rien de ce qui fait l'effroi des autres, les vols sur le dos, les loopings, les tonneaux, etc. Rien de cela, a priori, ne l'impressionne. Elle est très à l'aise, elle garde toujours son sourire et bientôt, elle finira par voltiger seule. Le 11 juillet 1949, donc, ce grave accident qu'elle subit la laisse blessée, je vous l'ai dit, complètement défigurée. Elle part pour les États-Unis, consulter les meilleurs chirurgiens esthétiques. Elle va devoir subir une 20aine d'interventions chirurgicales avec des greffes osseuses. Tout ça extrêmement douloureux, souvent sous une simple anesthésie locale. Ça va durer des mois. Et à mesure, évidemment, qu'elle affronte cette épreuve absolument incommensurable, à mesure qu'elle est confrontée à ses douleurs et à ses attentes, on peut dire de Jacqueline Auriol qu'elle voit s'éloigner sa carrière d'aviatrice. On pourrait presque penser qu'elle ne remontera jamais dans un avion, en tout cas dans un cockpit. Un extrait de la bande originale du film Aviator par Howard Shore. Au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand, c'est jusqu'à 15h30 sur Europe 1. Et Franck, vous nous racontez aujourd'hui l'histoire de l'une des plus grandes aviatrices françaises, Jacqueline Auriol. Alors en 49, elle a 31 ans. Elle va subir un grave accident et elle doit surtout supporter une longue et importante opération chirurgicale pour retrouver un vrai visage. Oui, Alors, même plusieurs. Mais est-ce qu'elle va renoncer à voler ? Oui, dans un premier temps, mais ça va pas durer longtemps. Pendant plusieurs mois, c'est vrai que Jacqueline subit les effets d'une dépression bien évidente. On dit même qu'elle a envisagé le suicide. Les interventions, vous l'avez dit, sont douloureuses. La chirurgie plastique est loin d'être aussi développée qu'aujourd'hui. Mais entre 2 séjours en clinique, en France et aux États-Unis, et alors que les opérations chirurgicales ne sont pas terminées, elle se dit qu'elle pourrait peut-être piloter de nouveau. Elle est convaincue que c'est ce qui lui éviterait de sombrer vraiment, et elle va passer entre-temps son brevet de pilote d'hélicoptère. Elle a un objectif, devenir pilote d'essai professionnel, vous imaginez ça ? Intégrer le temple des essais en vol, le centre d'essais en vol de Brétigny-sur-Orge, en région parisienne. C'est une ambition qui, à l'époque, paraît invraisemblable pour une femme. Mais oui, parce qu'aucune femme n'a encore fait ça, bien entendu. Plus tard, dans son autobiographie, elle écrira, l'autobiographie s'appelle « Vivre et voler ». Si je n'avais été soutenu par ce double but, jamais je n'aurais pu triompher dans cette lutte de 18 mois contre la souffrance et le découragement. Vivre pour voler. Ce dernier mot avait pris pour moi un sens plus précis qu'autrefois. Voler. Il me fallait devenir pilote professionnel. Voler. Désormais, l'aviation et moi, nous étions en compte. J'aime bien cette expression.
L'occasion va être fournie à Jacqueline Auriol par une rencontre avec le général Lecher, qui est chef d'état-major général de l'armée de l'air. Elle a de très grandes relations, vous l'aurez compris depuis le début, ça aide bien entendu. C'est loin de tout faire, mais ça aide. Jacqueline sait que l'armée de l'air désormais possède des avions à réaction, des avions britanniques, les Vampire, on les appelle les vampires, et c'est une occasion bien entendu. Le 12 mai 1951, Jacqueline fait les 100 pas dans un hangar de la base d'Istres, près de Marseille. Les conditions météo ne permettent pas de voler et en attendant, elle va s'occuper comme elle peut. Vous savez ce qu'on fait dans ces hangars d'aviation, elle joue au baby-foot, enfin elle tue le temps. Et puis en fin d'après-midi à 18h, elle reçoit enfin l'autorisation de décoller. Après des semaines de préparation, 630 heures de vol, la lecture de tous les manuels possibles, vous imaginez, manuels de vol, documentation technique, rapport d'essai, etc. Jacqueline Auriol se sent prête, la voilà, qui prend place à bord d'un Vampire. Le circuit de 100 km est bouclé en 7 minutes 20, avec une vitesse moyenne de 818 km/h. Jacqueline Auriol est donc, de fait, la femme la plus rapide du monde. Imaginez que 17 ans plus tôt, en 1934, la Française Hélène Boucher avait déjà battu le record de vitesse féminin à 444 km/h. On est presque au double maintenant. Oui, j'allais dire moitié moins. Oui. C'est les progrès de l'aviation qui ont été tellement phénoménaux pendant le XXe siècle. Avec 62 km/h d'avance, Jacqueline Auriol se paie même le luxe de battre le record détenu depuis 4 ans par l'américaine Jacqueline Cochran, une des stars de l'aviation, grâce notamment à son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous reviendrons tout à l'heure sur son parcours avec Catherine Monory et avec Max Armanet. Mais à partir de ce 11 mai 51, Jackie Cochran et Jacqueline Auriol vont, on peut le dire, devenir rivales, évidemment. Ça va être une véritable compétition permanente pour le titre de femme la plus rapide du monde. De Jacqueline. Évidemment, de Jacqueline en plus. Jacqueline. C'est vrai, les deux super Jacqueline, on pourrait dire. Alors, elle s'est vue décerner le Harmon Trophy, qui est la plus haute distinction américaine pour l'exploit aéronautique de l'année. Et c'est d'ailleurs Jackie Cochran qui a demandé qu'on le remette à Jacqueline Auriol. C'est quand même grand seigneur cette Jackie Cochran. Sur une version française d'un Vampire, un Mistral donc, elle atteint 855 km/h en décembre 1952, sauf que Jackie Cochran n'a pas dit son dernier mot et qu'elle atteint, elle, 1050 km/h quelques mois plus tard. Elle n'aura pas le temps de savourer sa victoire. Jacqueline Auriol devient la première femme à passer le mur du son le 15 août 53 à bord d'un Mystère II de chez Dassault à plus de 1100 km/h et 2 ans plus tard, elle devient la femme la plus rapide du monde de nouveau et atteint 1151 km/h sur cette fois un Mystère IV. Entre-temps, après près d'1 an de travail acharné, elle devient en 54 la première femme pilote d'essai au monde. Son brevet porte le numéro 29 et plus tard elle écrira « Dans mon bonheur ». J'en arrivais parfois à me féliciter de mon accident. Sans ce drame, peut-être n'aurais-je pas trouvé la force et le courage d'accéder à cet ordre de chevalerie pour moi le plus beau de tous. J'avais enfin trouvé ma place dans la vie, et la voilà donc. Au centre d'essai en vol de Brétigny-sur-Orge. Dans la véritable Jacqueline Auriol, Jean-Pierre Poirier nous dit « Elle a conscience d'appartenir enfin à ce monde à part, où ingénieurs, mécaniciens, pilotes totalement solidaires participent sur un plan d'égalité et de confiance mutuelle à une même mission, essayer en vol les avions et engins spéciaux nouvellement conçus, ainsi que les moteurs, réacteurs, propulseurs et instruments qui équipent les appareils. Pas un avion français civil ou militaire ne peut être mis en service avant d'avoir été essayé, ausculté, décortiqué, agréé par eux. Jacqueline a atteint tous les objectifs qu'elle avait pu se fixer, et même sans doute quelques autres, mais elle a toujours l'intention d'aller plus vite, plus haut, plus loin d'une certaine manière, quitte à se mettre une fois de plus en danger. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Imagine Europe 1. Au cœur de l'histoire. 1. Franck Ferrand.
Et oui, au cœur de l'histoire, jusqu'à 15h30 sur Europe 1. Vous pouvez bien sûr réagir et poser toutes vos questions sur Twitter #ACDH ou encore sur notre page Facebook au cœur de l'histoire ou même encore sur europe1.fr. Alors, nous sommes en 1956. Jacqueline Auriol a 39 ans puisqu'on parle de cette grande aviatrice, l'une des plus célèbres au monde. Oui, elle est devenue sans doute même la plus célèbre avec Jackie Cochrane. Elle enchaîne les records, elle a récupéré le titre de femme la plus rapide du monde et fait la une des journaux. On raconte sa vie dans des bandes dessinées. Il y a même un roman-film qui lui est consacré par le magazine Lecture d'aujourd'hui. Fin octobre 56, par une belle fin d'après-midi ensoleillée, Jacqueline Auriol prend les commandes d'un Mystère 4 au-dessus du centre d'essai en vol de Bretigny pour un vol d'entraînement. Elle prépare un meeting de présentation à Munich, meeting qui doit avoir lieu le lendemain normalement. Pour elle, rien ne doit être laissé au hasard lors de ces présentations, comme elle l'écrira dans Vivre et voler. Le pilote doit parvenir à ce degré de perfection où toutes les évolutions seront concrétisées d'avance dans son esprit, jusqu'à ce que totalement assimilée, elle fasse partie intégrante de lui-même, elle soit devenue une seconde nature. Looping, tonneau, renversement ne sont que l'alphabet d'une magnifique histoire qu'on raconte avec un avion. Vous imaginez, j'aime moi les très grands maîtres qui ont comme ça l'intelligence des choses. Jacqueline Auriol en fait partie. Elle décolle, au sol dans la salle d'écoute son fidèle ami Raymond Guillaume qui est là avec 3 mécanos. On l'écoute, on la guide, on la contrôle. Elle réussit 2 piquets, il ne reste plus qu'un 3e et dernier essai et Soudain, le Mystère 4 se met en vrille. Jacqueline annonce dans le micro « Je ne peux plus tenir l'avion, j'ai une panne de plan fixe ». Elle perd plus ou moins connaissance, mais elle a le réflexe quand même d'attraper un petit levier de secours pour remédier aux pannes de plan fixe. Rien n'y fait. Jacqueline Auriol perd connaissance, l'avion se met en vrille, tournoie dans tous les sens. C'est la voix de Raymond Guillaume qui martèle, qui l'appelle, qui veut la réveiller absolument. Et il va y arriver, il la sort de son évanouissement. J'ai envie de dire au dernier moment, elle exécute une manœuvre, on ne sait même pas comment, ce qui permet d'éviter que l'avion ne tournoie dans tous les sens. Il pique quand même désormais vers le sol et à une vitesse vertigineuse. Elle tire évidemment sur le manche, elle réduit la puissance du moteur et arrivée mais vraiment à toucher le sol, l'avion d'un coup se redresse et va poursuivre son vol en rase-motte. Elle parviendra à reprendre de l'altitude, bref. Elle est sauvée, j'allais dire, et nous aussi, parce que et on perd 2 kilos en racontant ces histoires terribles. Ah oui, vous la vivez, après cette histoire, l'atterrissage, elle dira simplement « J'ai fauché un peu d'herbe ». Oui, c'est le terme. Jacqueline Auriol parlera de cet épisode en vérité comme de sa première mort. Malgré cette grosse frayeur, elle va continuer ses exploits, toujours avec le duel, à distance, avec Jackie Cochrane. Ça ne tarde pas à reprendre. En avril 61, l'américaine atteint les 1262 km/h. On se dit, mais où est-ce que ça va s'arrêter cette histoire ? Eh bien, l'année suivante, sur un Mirage 3C, Jacqueline Auriol décroche le record du monde féminin de vitesse sur 100 km en circuit fermé, sur 100 km, 849 km/h. En 1963, sur un Mirage 3R, elle atteindra les 2030 km/h. Mais Jackie Cochrane ravit le record et atteint les 2097 km/h en juin 64. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide de se retirer de la compétition. On peut dire que, faute de combattants, la guerre des 2 Jacqueline est terminée. Elles sont devenues amies entre-temps. Nous allons y revenir dans un instant, bien entendu, avec Catherine Monory. À cette époque, Jacqueline Auriol n'effectue que des vols d'essai pour le compte du centre d'essai en vol de Bretigny et puis quelques présentations dans les grands meetings aériens internationaux. En juin 65, elle va battre son dernier record de vitesse en circuit fermé sur 1000 km, 1859 km/h à bord d'un avion d'affaires civiles de Dassault, le Mystère 20. C'est le couronnement de sa carrière de pilote d'essai. Elle quitte le centre d'essai en vol après 17 ans, une centaine d'appareils différents testés. Jacqueline Auriol, nous l'avons tous croisée, parfois subrepticement, mais un jour ou l'autre, elle nous a quittés le 11 février 2000
à l'âge de 82 ans. En près de 20 ans au service de l'aviation, elle aura totalisé 5000 heures de vol, dont 2000 décès sur plus de 140 avions et hélicoptères de tout type. Elle a reçu absolument toutes les distinctions possibles. Grand officier de la Légion d'honneur, Grand Croix de l'Ordre du Mérite, médaillé d'or de l'Aéroclub de France, etc. et commandeur du mérite sportif et j'en passe. Le plus beau titre de gloire, bien entendu, c'est celui de notre émotion. Nous sommes encore et nous serons toujours avec elle, presque à ses côtés. Bonjour Catherine Monouri, merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Nous étions en vol et bien grâce à vous, nous allons y rester. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et oui, Franck Ferrand, on évoque aujourd'hui le destin d'une femme qui force l'admiration, Jacqueline Auriol, la femme la plus rapide du monde. La flamme aussi, d'une certaine manière. C'est vrai. Vous recevez aujourd'hui la double championne du monde de voltige aérienne, devenue directrice du musée de l'air et de l'espace, Catherine Monouri, mais pas seulement. Mais oui, nous recevrons tout à l'heure Max Armanet. Alors, Catherine Monouri, vous me disiez que votre vocation, vous la devez d'une certaine manière à Jacqueline Auriol. Oui, absolument, parce qu'il y avait... Mon père était pilote, ce qui a bien sûr joué, et il y avait une grosse bibliothèque aviation. Je dévorais ces livres-là, petite fille, et la vie de Jacqueline Auriol, c'était le modèle absolu. Effectivement, elle était connue, elle était belle, et elle avait fait des choses extraordinaires. Qui plus est, moi, ce qui me frappe le plus, c'est qu'elle ait réussi le concours de l'Epner, qu'elle soit pilote d'essai. C'était extrêmement difficile. Oui, à l'époque, ça paraissait impossible. Ça paraissait impossible. Et elle a eu la chance d'avoir les relations dont vous parliez, mais elle n'a pas volé ce titre. Elle a vraiment, vraiment travaillé. Elle sort à un rang moyen, d'ailleurs, et elle est un pilote excellent. Ah oui. Et ça... Vous l'avez rencontré, vous, Jacqueline Auriol ? Je l'ai rencontré, oui. Nous avons même fait une émission de radio ensemble avec Frédéric Mitterrand. Je ne sais pas exactement quand, c'était vers 95, je pense, ou 90. Et elle était fascinante, elle a toujours été fascinante. Oui, elle conservait une fraîcheur absolument extraordinaire. Et cette qualité extraordinaire qu'ont les pilotes, vous parliez de la rivalité avec Jacqueline Cochrane, c'est à la fois des amis, à la fois des rivales. On arrive à être les deux à la fois quand on est en compétition. Et vous racontiez leur rivalité en 1955, au moment, à l'acmé de cette compétition. C'est extraordinaire parce que Jacqueline Cochrane était aussi présidente de la Fédération internationale qui délivre les records. Et elle décide, le 1er mai, alors qu'elle détient le titre de vitesse, le record, elle décide d'arrêter les records féminins en se disant qu'elle va garder le titre définitivement. Et c'est compté sans la détermination de Jacqueline Auriol. En fait, elle a 30 jours. En 30 jours, elle va remuer le ciel, la terre, d'assaut, tout le monde va l'aider. Et le 31 mai, elle va battre ce record. La grande surprise de Jacqueline Cochrane, qui l'avait invitée à passer une semaine aux États-Unis, gentiment, justement. Avec beaucoup de gentillesse intéressée. Elle se disait pendant qu'elle sera aux États-Unis en visite. Alors là, on voit bien l'ambiguïté de l'amitié de femmes qui, quand même, disent si je peux appuyer un petit peu, je l'aime beaucoup, mais enfin, quand même, je veux rester la première. Mais en fait, Jacqueline a refusé de partir pour les États-Unis. Elle s'est dit, c'est pas possible. L'invitation a dit ça, c'est la vraie traîtrise. Ce qui nous fascine dans son parcours, et nous allons y revenir beaucoup plus en détail tout à l'heure, mais ce qui nous fascine, c'est la capacité qu'elle a eue à surmonter cet énorme problème. C'est-à-dire qu'elle est tout juste pilote depuis très peu de temps et elle subit cet accident qui aurait pu la démolir à jamais, en fait. C'est sans doute un élément déclencheur qui, quelque part, elle le dit elle-même, l'aura aidée. C'est-à-dire que jusqu'ici, elle a eu quand même la vie facile. Elle a eu envie de piloter, elle pilote, elle découvre, elle adore. Mais là, tout d'un coup, il faut vraiment se battre et elle veut gagner, et ça va lui donner, l'aviation va lui donner la volonté, et l'accident probablement aussi un espèce de ressort. Quand on est au fond de la piscine, on pousse, et elle a une volonté. Ce qu'elle aime le plus, elle ne se lasse jamais, elle continuera avec cette même passion et cette même modestie de pilote. C'est vraiment quelqu'un qui a l'écoute. C'est pour ça qu'elle réussit si bien. C'est la fameuse, on peut parler là de la loi de l'obstacle en quelque sorte. Oui, elle a eu une épreuve incommensurable. Il a fallu qu'elle la surmonte, et en surmontant cette épreuve, elle s'est donné les moyens d'aller plus loin. Elle a été à l'origine de bien des vocations. Vous nous parliez de la vôtre. Oui. Comment êtes-vous venu, vous on fait une petite parenthèse d'histoire extrêmement récente. Comment êtes-vous venu à l'aviation, Catherine Monouri? Mon papa, il y a toujours bien sûr. Mon papa m'a emmené voler quand j'étais petite, et son instructeur était un pilote de voltige. Donc j'ai vu ça un petit peu comme les petites oies de Coran Lorenz. J'ai aimé ça.
Et j'ai eu envie de réussir. Et puis j'ai sans doute ce caractère, quand elle dit on prépare un meeting avant cette terrible vrille qui va manquer la tuer, vraiment. Ça, elle est miraculée ce jour-là. Il y a beaucoup de travail chez tous les pilotes. Encore maintenant, avec beaucoup de background, je m'entraîne avec 3 stages par an de 1 semaine pour essayer simplement d'être au niveau de l'année d'avant, en gratter encore, continuer à progresser. Mais ce travail-là, elle le fait et c'est quelque chose qui est la seule chose qui vous mène à réussir. C'est pas tant le talent que l'acharnement et l'amour. Il faut les deux, disons. Il faut les deux. Et des dispositions physiques formidables, etc. Ce qui était le cas de Jacqueline Auriol a été grande, en revanche. Peut-être un peu trop grande pour être pilote, non ? Visiblement, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que ce n'est pas un avantage d'être très grand, parce que sous les accélérations, vous savez, le sang se déplace dans le corps de toutes les façons, et on sait que les plus grandes personnes souffrent un peu plus que les plus petits. Alors, certains de nos auditeurs, les réactions à cette émission sont incroyablement nombreuses. Je suis ravi d'ailleurs, les gens réagissent beaucoup à ce sujet, et plusieurs de nos auditeurs et auditrices me font observer, évidemment, et je l'avais d'ailleurs laissé entendre tout à l'heure, que Jacqueline Auriol n'a pas été la première des grandes aviatrices françaises. Elle s'inscrivait dans une magnifique lignée où l'on compte Hélène Boucher, Maryse Bastier, etc. Bien entendu. Adrienne Bolland, Baronne de la Roche, Adrienne Bolland, formidable. Élise de Roche, qui est le premier brevet. Adrienne Bolland est le 3e, je crois. Marthe Richard. Et le brevet. Marthe Richard qui fera fermer les maisons closes à la sortie de la guerre. Qui a une vie un peu particulière, donc elle parle d'un record que personne n'a vraiment trouvé, mais c'est quand même une vraie pilote. Et ensuite, Adrienne Bolland qui est extraordinaire. Je vais en citer quelques-unes, parce qu'il y a beaucoup. Les femmes sont passionnées et vont faire de l'aviation avec les hommes dès le départ. C'est pendant les guerres qu'on va un peu les stopper. Ensuite, on va les arrêter. Mais au départ, elles ont la même passion. C'est une passion quand même largement française. Il n'y a pas tant de pays où l'on voit des femmes pilotes comme ça et si tôt et à ce niveau. Oui, absolument. On sait que l'histoire, en France, presque tout se passe au début de l'aviation. On le verra tout à l'heure avec le musée. Mais encore maintenant, c'est tout de même étrange de se dire que vous savez que la moitié des pilotes privés européens sont français. Nous avons toujours une histoire d'amour particulièrement forte avec l'air, avec l'élément. Les autres sont les Américains quand même, les Américaines en l'occurrence. On pourrait en citer un certain nombre. Les pays de l'Est, les Russes, oui, les Américaines, Jacqueline Cochrane, bien sûr, on ne peut pas oublier, mais entre autres. Et puis les Russes, les pays de l'Est ont toujours été des pays très passionnés. J'avais il y a quelques années réalisé pour la télévision, mais une émission sur ces femmes pilotes de la Seconde Guerre mondiale en Union soviétique, absolument extraordinaire. Extraordinaire, les sorcières de la nuit qui ont été les seules femmes qu'on a sur avion léger, mais qu'on a tout de même laissé voler pendant la guerre, alors que on voit que Jacqueline Cochrane... On leur a fait payer après la guerre, entre parenthèses, mais enfin bon. Et par contre, les autres femmes n'auront le droit que d'être au mieux convoyeuses. Alors, nous allons dans un instant donner la parole à Max Armanet qui vient d'arriver et qui voudrait la prendre. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. De la bande originale du film L'étoffe des héros de Bill Conti. Alors aujourd'hui ça vole haut puisqu'on évoque le destin vite. On évoque le destin de Jacqueline Auriol dans Au cœur de l'histoire, une aviatrice fabuleuse. Avec vos invités aujourd'hui, Franck Ferrand, nous avons Catherine Monory, double championne du monde de voltige aérienne, mais aussi directrice du musée de l'air et de l'espace du Bourget depuis septembre 2010. Et puis notre journaliste Max Armanet, pressé d'intervenir, directeur de l'agence de presse Forum Média et président du conseil scientifique du musée de l'air et de l'espace. Vous voilà installé, Max
Armanet avec un micro, tout est prêt. Vous vouliez nous parler justement de Jacqueline Auriol et de cette compétition avec Jackie Cochrane. De cette compétition à la sortie de la guerre, hein, il faut se repréciser le contexte. Catherine l'a dit, les guerres, c'est un temps d'émancipation pour les femmes. C'est triste qu'il faille une guerre pour ça. C'est souvent le cas. Mais en France, ça a été tout à fait le cas pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale et donc aussi pendant la Seconde. Et la Seconde Guerre mondiale. Il y a des femmes brevetées pilotes de chasse en France. Et il y en a brevetées pilotes de chasse en Amérique. Jacqueline Cochrane fait partie des WASP. C'était ces femmes qui convoient les avions. Brevetées pilotes de chasse, c'est-à-dire la capacité à aller en première ligne. Si la guerre avait duré plus longtemps, des femmes, attaque. Voilà, absolument, les femmes seraient montées. Et ce qui est très étonnant, c'est que la guerre s'arrête. On congédie finalement toutes ces femmes. Donc en France, c'était Elisabeth Bosselli, Suzanne Melk, enfin tous ces grands noms. Et du jour au lendemain, on leur propose un emploi de bureau. La plupart va refuser. Catherine connaît bien le cas de Valérie André, la première femme générale de l'armée de l'air. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'aviation, il y a l'idée de famille. On parlait de la baronne de Roche. Elle était amie des voisins. Il y avait cette fraternité qu'on retrouve à l'Aéroclub de France, dont Catherine est la présidente. Dans le bureau de Catherine, à l'Aéroclub de France, il y a le Hammond Trophy de Jacqueline Auriol. C'est-à-dire que toutes ces femmes se sont battues, elles étaient féministes, elles se sont battues pour le droit de vote des femmes, pour que les femmes... Elles étaient féministes, en fait, on peut dire ça. Absolument, Adrienne Bolland, Maryse Bastier, Maryse Hills, Hélène Boucher... Toutes se sont battues pour le droit de vote des femmes. Oui. Ces trois-là ont été emblématiques, on peut le dire, Catherine Monoury. Maryse Bastier, Hélène Boucher et absolument Adrienne Bolland. Et elles ont fait, Hélène Boucher était morte, mais elles ont fait de la résistance, c'est-à-dire que c'était des gens qui avaient des valeurs, la parité entre l'homme et la femme à compétences égales, c'était une évidence, c'était une nécessité, et elles se sont battues, elles, pour être championnes, mais leur combat pour être championne, elle servait la cause des femmes, et ça, je crois que c'était important de le redire, parce que si Catherine a rêvé de devenir aviatrice puis championne du monde, c'est Jacqueline Auriol. C'est-à-dire, ça avait un effet d'entraînement formidable. Ces jeunes filles étaient belles, rayonnantes. La France entière était amoureuse. Modèles, tout simplement. Oui, bien sûr. Une de nos auditrices, Anne-Marie, nous le dit. Il y avait un journal illustré qui racontait la vie d'Hélène Boucher, Maryse Bastier, Jacqueline Auriol et bien d'autres. J'ai oublié le nom du magazine, mais en tout cas, j'attendais sa parution avec impatience toutes les semaines. Donc, il y avait vraiment c'était des héroïnes, en quelque sorte. Et elles offraient un modèle d'émancipation à des générations entières de petites filles et de jeunes filles et de jeunes femmes. Il faut peut-être que nous revenions à l'origine des aviatrices françaises, puisque nous leur consacrons cette émission aujourd'hui. La toute première, elle s'appelait Thérèse Pelletier. Elle n'était pas aux commandes de l'appareil, Thérèse Pelletier. Non, c'était un passager, mais dans cette fraternité qui est des gens de l'air, les femmes ont tout de suite eu leur place. C'était quelque chose de tellement exceptionnel qu'on avait besoin de tous ceux qui rêvaient de l'aviation. C'est d'ailleurs comme ça que la baronne de Roche, c'est le brevet de pilote numéro 36, donc très peu après Blériot, après les frères Wright. Et ça semble normal. 1910, en fait, Thérèse Pelletier, c'est 1908. Elle était, la maîtresse d'un sculpteur passionné d'aviation qui s'est tué à bord d'un appareil. Et elle-même, Thérèse Pelletier, est tentée par une carrière d'aviatrice. Elle réalise d'ailleurs quelques vols en solo, ce qu'on aurait tendance parfois à oublier. Mais elle n'aura jamais, elle, son brevet de pilote, puisque le premier brevet, 2 ans plus tard, 18 mois plus tard, c'est donc pour la baronne de Roche, Raymonde de la Roche, son vrai nom. On l'appelle baronne, elle a été... Élise de Roche, oui. Oui, elle a été anoblie par le tsar, en fait, dit-on, qui aurait été ébloui par son courage. C'est toujours un... Oui.
Elle s'appelle Légis de Roche, et puis c'est plus joli, Baronne de la Roche. Voilà. Elle a eu elle se produisait dans les meetings, elle a gagné des prix, des concours, donc c'était quelqu'un qui était. Après, c'était pas de la parade. Non, c'est pas de la parade. Elle volait sur Farman, elle. Oui, Farman. Et juste après, il faut parler d'Adrienne Bolland, qui est membre de l'Aéroclub de France également. Oui. Et un grand nom, c'est la première femme qui fait quelque chose que personne n'avait jamais fait. Mais avant Adrienne Bolland, il y a eu Marie Marvin. Qu'on attend Nous avons consacré une émission à Marie Marvin il y a quelques années. Elle s'était engagée dans l'armée. Elle sert comme dans l'infanterie, puis comme infirmière dans la Croix-Rouge pendant la Grande Guerre. Et elle va, Marie Marvin, continuer à voler, bien entendu. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, elle participe comme pilote à un vol de bombardement au-dessus de l'Allemagne. Elle mourra à 88 ans, en 63, titulaire de 17 records mondiaux et de 34 médailles et décorations. Cette Marie Marvin, qui, elle aussi, en son temps, a été une sorte d'emblème. On en parlait énormément. On l'interrogeait. Très sportive. Oui, elle avait tous les sports. Et pendant la guerre, elle contribue à mettre sur pied l'évacuation des blessés par les voies des airs. C'est-à-dire que c'est pas seulement des sportifs, ce sont des gens, des femmes qui innovent, qui apportent des choses auxquelles n'avaient pas pensé les hommes. Alors, Catherine Monory nous parlait de Marthe Richard. Marthe Richard, qui va pas faire une carrière extraordinaire, mais qui est quand même le 6e brevet. En 1913, oui, 1913. Marie Marvin est le brevet numéro 3, je crois. Elle est le brevet numéro 6. Et Adrienne Bolland, le 13e féminin. Adrienne Bolland, elle a été l'objet, de tous les romans, de tous les films qu'on puisse imaginer, parce que c'est celle qui va, alors ça c'est une histoire absolument extraordinaire, elle va franchir à 25 ans la fameuse cordillère des Andes sur un caudron G3. On est là en 1921. On dit, alors est-ce que c'est vrai cette histoire que c'est une voyante qui lui aurait dit, qui aurait frappé à sa porte la veille du vol pour lui expliquer l'histoire des lacs en forme d'huîtres, etc. Elle l'a dit assez longtemps après, mais c'est sûrement une histoire vraie, et c'est assez extraordinaire parce qu'effectivement, elle a un caudron G3 alors qu'elle espérait que Caudron lui envoie un meilleur avion pour franchir la cordillère des Andes. Et ce caudron, normalement, il plafonne, c'est-à-dire il peut pas monter plus haut que 4000 mètres. Or, elle va prendre la voie la plus courte qui demande, il y a un sommet qui est à 6008, 6009. Il faut passer, c'est presque impossible, normalement. Elle va faire un vol de 4h15, il faut imaginer crispée dans ce petit avion, elle a l'air gelée, elle a des journaux, elle a mis de la graisse sur elle, c'est effrayant. Et elle se souvient que une voyante a frappé à sa porte alors qu'elle se repose, elle n'est pas du tout contente qu'on la dérange, et lui a dit, à un moment, vous aurez envie de tourner à gauche parce que c'est paraît plus clair, il faut aller le long de la paroi au plus dur, tournez à droite, vous allez voir un lac en forme d'huître et quelque chose qui ressemble à une chaise retournée, et là vous continuez, ça va paraître terrible et vous aurez tout d'un coup un passage et c'est vrai. Et elle passe là-dedans et sans doute elle s'accroche au filet d'air, elle va réussir à monter. Elle fait du vol-à-voile, voilà. Son avion ne pouvait pas faire ce qu'elle a fait. L'avion peut pas le faire, donc c'est sa volonté et son sens du vol. C'est un très bon pilote pour faire ce qu'elle a fait. Elle se met dans les courants ascendants parce que vous savez quand le vent arrive contre la montagne, il remonte, il fait un courant ascendant et elle va mettre ce petit avion extrêmement fragile qui pourrait être fracassé contre la paroi à tout instant. Elle va se mettre là-dedans, accepter d'être portée et elle va réussir à passer dans un avion d'avant-guerre. C'est-à-dire c'est une technologie totalement dépassée. Caudron lui donne un avion, mais humain et pas technique. C'est un exploit humain. La technique n'a rien à voir. Normalement, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est tout simple, c'est impossible. et elle le fait. D'accord. On retrouve ça souvent dans la société. Je connais personne qui aujourd'hui avec un caudron G3 essayerait la même chose que ce qu'elle a fait. Non, je pense que elle est passée au bon moment. C'est vrai que beaucoup y ont laissé leur vie, mais elle a réussi. D'ailleurs, elle avait ce caractère absolument volontaire où de toute façon elle y allait. Elle avait entendu parler de la difficulté de la chose. Elle savait parfaitement à quoi elle s'exposait. Je disais qu'elle a un côté un peu acrobate. On la voit participer donc dans les années 20 à toutes sortes de meetings. C'était la grande affaire de l'époque. Faut pas oublier qu'on était dans les débuts de l'aviation, que ça drainait les foules. Les gens venaient voir des démonstrations d'aviation. Et elle est une héroïne de ces meetings, Adrienne Bolland. Oui, mais c'est pas étonnant parce qu'en fait, juste avant la guerre en 13, on va faire la première boucle, Pégou va faire la première boucle, et puis on va se rendre compte pendant la guerre qu'il y a une utilité opérationnelle à la voltige, parce que ça sert à surprendre son adversaire, ça sert à le rattraper, à lui échapper en partant. Et à la sortie de la guerre, il y a finalement beaucoup d'avions, tout d'un coup ça s'arrête, beaucoup d'avions et beaucoup de pilotes relativement adroits, et ils savent pas quoi faire. Donc on commence à
pensez à ce qu'on va devoir faire. Il y a deux voies, il y a le meeting aérien, la démonstration, et puis la ligne, où on retrouve cette idée de l'impossible de la TECOR, qui disent c'est absolument impossible, mais nous avons refait tous les calculs. Nous allons le faire. Mais il nous reste une seule chose à le faire, c'est impossible. Il nous reste une seule chose à faire. Donc nous allons le faire. Donc le réaliser et aller dans cet esprit-là. Et on est dans l'époque des records. Donc à un moment, elle fait un record, elle fait 212 loopings de suite, 212 incroyable. Alors c'est une époque où sans arrêt, on pense à battre des records. On sait c'est moi qui vais le plus haut, c'est moi qui vais le plus loin. Oui, bien sûr. La vie était dure, écrira Adrienne Bolland. Les seules belles recettes que nous faisions dans ces meetings, donc justement, c'était quand nous revenions dans une ville où l'un de nous s'était tué la fois précédente. Alors, mais alors seulement, il y avait foule. Voilà, c'est ce qui remet un peu les pendules à l'heure d'ailleurs. C'est le livre de Faulkner, Pylone. Voilà, où ce qui fait monter les recettes, c'est quand un aviateur se tue et dans des conditions dramatiques devant le public. Mais Adrienne Bolland également, donc il y a tous ces exploits. Mais c'est pareil, elle est féministe, elle se bat pour le droit de vote des femmes et elle passe dans la résistance avec son mari. Oui, bien sûr. Oui. Elle ne meurt qu'en 1975. Elle sera une grande résistante. Alors, il faudrait parler de Marie Zils aussi, peut-être. Les deux Marie, on a eu les deux Jacqueline, les deux Marie. C'est le même caractère, un petit peu, qu'Adrienne Bolland. C'est ça, c'est le même genre. Un petit peu grandes portangles, des pougnasses, qui se lancent. Tout à fait à l'opposé, par exemple, on a Jacqueline Auriol, c'est plutôt Hélène Boucher. Ce sont des femmes de bonne famille qui ont Alors justement, il nous reste deux monstres sacrés à évoquer. C'est Maryse Bastié et, bien sûr, Hélène Boucher. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Oui, Franck Ferrand, vous restez avec nous jusqu'à 15h30 sur Europe 1 et on met en lumière là depuis plusieurs minutes maintenant les aviatrices emblématiques du XXe siècle, magnifiques aviatrices. Alors on n'a pas tout à fait terminé puisqu'il nous en reste encore. Il nous en reste deux très importantes et c'est Michel par ailleurs qui nous dit que au moment même de la guerre des deux Jacqueline, bien d'autres femmes se sont illustrées dans le domaine de l'aviation. Il pense, nous dit-il en particulier, à Jerry Cobb, Wally Funk, Jean Nixon, Marina Popovic, la femme de Pavel Popovic, et Yelena Martova. Donc ça corrobore exactement ce que vous nous disiez, Catherine Monory, sur ces deux autres grands pôles d'aviation féminine que sont les États-Unis et l'Union soviétique, bien entendu. Alors Maryse Bastié, elle, c'est un cas un peu particulier. Est-ce qu'on pourrait parler d'une autodidacte du vol d'une certaine manière, Max Armanet? Oui, c'est quelqu'un, enfin toutes ces femmes qui font irruption dans l'aviation, malgré tout on les attend pas. L'univers aéronautique, tout de suite on fait ses preuves ou pas. Et la force physique ne joue pas. C'est d'autres qualités humaines qui sont en première ligne. Et c'est vrai que Maryse Bastié va y aller, va passer son brevet. En 1925. Absolument, donc c'est vraiment une des premières. Va vouloir prouver qu'elle est capable de faire des records. Et à ce moment-là, les constructeurs vont s'intéresser à elle, vont lui donner des avions performants. Mais au début, c'est le ciel est à nous de Grémion. C'est cette volonté dans la cuisine et ce qui est formidable, c'est qu'il y a tout un réseau d'hommes à cette époque qui aident les femmes, c'est-à-dire qui trouvent normal, la championne, c'est elle, et on se met à son service, on fait les sacrifices pour la porter. Maryse Bastié avait épousé un aviateur du reste. En 59, un jeune aviateur Louis Bastié qui s'est vite tué et elle a pris la suite. Et elle a fait beaucoup de records de durée, c'est-à-dire c'est une endurante. Une endurante. Et on imagine comme a dû être dur déjà le vol de Lindbergh. On parle toujours de ces 33 heures terribles. Et bien Maryse Bastié, elle a tenu 37 heures à son dernier record. C'est terrible. La fatigue que ça représente. Donc elle était très forte pour réussir ses exploits. Et puis elle était amie avec Mermoz, donc après sa mort, elle va faire la traversée de l'Atlantique Sud. À la mémoire de Mermoz. Un peu. Il lui avait dit qu'elle pouvait réussir, il l'avait aidée, et elle y va en se disant, puisqu'il la soutenait, il l'aidait à préparer ça. Alors que Mermoz, c'est l'archange blond. C'est-à-dire c'est le prototype de l'homme extraordinaire. Il est ami avec elle. Il y a une fraternité des gens de l'air qui est quelque chose, quand on fait partie de cette famille, qui est formidable et je pense qui a marqué la société française. Bien sûr. Cette traversée de l'Atlantique Sud, Maryse Bastié l'effectue en décembre 1936.
3200 km donc à bord d'un caudron. Il lui a fallu 12 heures pour faire cette traversée de l'Atlantique Sud. Elle a eu la chance, elle, de ne pas croiser le poteau noir, évidemment. Elle en avait fait bien d'autres de ses records. Un record international féminin de distance en 31, la liaison Paris-Nijni Novgorod, 2900, presque 3000 km sans escale, 30 heures, 30 minutes de vol, ça paraît complètement extraordinaire. Elle était très résistante, comme ça, elle tenait le choc. En fait. Elle devait s'entraîner comme... et c'est souvent, c'est intéressant de suivre ce que font les gens, c'est le sommeil finalement, ils font sans doute des micro-sommeils et puis mangent très peu, très peu. Oui. Ce qu'on peut dire dans les vocations, c'est que Jacqueline Auriol, son modèle, c'était Maryse Bastier. Et du reste, elle a présidé l'association des amis de Maryse Bastier. Et donc, il y a une continuité avec Catherine, dont le modèle était Jacqueline Auriol. Et je suis sûr que certaines jeunes pilotes vous ont pour modèle, Catherine Monory, évidemment. De temps en temps, j'ai des petites lettres en ce sens. Et moi, je fais souvent des vols de 10 minutes. Alors, dans le cas de Maryse Bastier, elle y a laissé la vie. C'était pas elle qui était aux commandes, d'ailleurs, au moment de l'accident qui lui a coûté la vie en 1952. Elle avait 54 ans à l'époque. C'est d'ailleurs un point commun avec Jacqueline Auriol. Oui, elles ne sont pas aux commandes quand elles ont des accidents aussi graves. C'est quelqu'un qui veut les épater. Et c'est quelqu'un qui veut les épater, il n'y a rien de pire. Voilà. Oui, on a à bord une femme qui a accompli des exploits, qui possède 10 records internationaux. Et bien on se dit pourquoi ne pas lui montrer ce qu'on sait faire. Et on voit comment ça finit, évidemment. Très dangereux. Il faut que nous évoquions Hélène Boucher, bien entendu. Alors là, Hélène Boucher, c'est l'icône. C'est l'icône, oui. C'est ça. On voit son visage. Oui, d'abord, il faut la décrire en deux mots pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Oui. Il y a toujours des photos d'elle, le regard levé vers le ciel. Enfin, c'est extraordinaire. Et puis, elle a peut-être ce qui fait aussi les héros. C'est une carrière courte. Elle disparaît très jeune, très belle. Aussi sur un vol un petit peu malheureux, par mauvais temps, c'est assez difficile. Elle s'entraîne, elle aussi, elle s'entraîne. Elle s'entraîne pour un vol qu'elle doit faire 2 jours ou 3 jours après. Et c'est une grande pilote parce que elle, c'est la vitesse plutôt. Elle va avoir battu le record à ce moment-là, 445 km. Oui, c'est en cela. Vous disiez à l'instant, Max Armanet, que c'est le modèle de Jacqueline Auriol était Maryse Bastier, certes, mais Maryse Bastier plutôt dans l'endurance et les records de distance. Celle qui a pulvérisé tous les records de vitesse, c'était Hélène Boucher, en fait. C'était un mythe comme Mermoz. C'est une étoile filante. Elle meurt à 26 ans. La France est en deuil. Avant, la France était amoureuse. Ce qu'elle fait avec les avions les plus pointus, comme Jacqueline Auriol, et vous avez raison de le souligner, sur les Mirages, donc elle a vraiment les caudrons Rafale, enfin les avions les plus pointus, et elle enchaîne, elle apparaît, elle enchaîne les records, elle devient vraiment un mythe. Il y a des lycées Hélène Boucher, il y a des rues Hélène Boucher, enfin et tout d'un coup elle disparaît comme Guinemer en plein ciel de gloire. Oui. Et la France est en deuil. C'est un deuil national. Parce qu'en même temps, elle aura été, d'une certaine manière, l'incarnation d'une certaine époque. C'est-à-dire que ce milieu fin des années 1930, c'est le moment où l'avion n'est plus une conquête. L'avion devient un véritable moyen de transport, moyen de tout. Et puis de combat, bien entendu. C'est la grande époque de l'aviation. Et Hélène Boucher est l'archange de cette époque, d'une certaine manière. Elle incarne ça. Elle incarne tout à fait ça, avec des avions qui ont une forme, le caudron Rafale. C'est un avion absolument qui a une splendeur esthétique. C'est le testament de Monsieur Pompe, pour ceux qui connaissent Hergé. Il faut que vous expliquiez un peu plus. Hergé a fait les aventures de Tintin, puis également de Jo et Z. Oui. Et donc, il y a 2 albums. Jusque-là, nous suivons. Voilà, 2 albums avec l'avion stratosphérique et qui est dans les lignes copié sur le caudron Rafale. Voilà, c'est ces avions fins avec des capots immenses, sorte de Bugatti du ciel. C'est ça, voilà, bravo. Oui. Et qui font rêver. Et là, c'est pareil, des petits-enfants, un garçon, une fille, qui sont égaux dans les capacités à prendre cet avion et à le sauver des truands américains, d'ailleurs. Elle était simple, elle était loyale camarade, elle était charmante, elle était aussi un pilote, écrira Saint-Exupéry. Ce métier, elle l'exerçait à la façon d'un homme, avec le respect du travail bien fait et l'humilité des vrais bâtisseurs en face de l'œuvre. Et c'est pourquoi elle réussissait dans un laborieux métier d'homme, ne pilotant pas les avions concours d'élégance, mais bien des instruments difficiles
difficile. L'avion ne servait pas à la faire briller, c'est elle qui servait à la mise au point de l'avion. Aussi, elle qui ne connaissait pas la vanité, battait-elle simplement des records du monde. Voilà l'hommage de Monsieur Saint-Exupéry. Il faudrait parler aussi de Bessie Coleman. Tiens, on a oublié Bessie Coleman. Un mot, Bessie si vous Coleman, voulez. La première femme de couleur à voler. Et elle vient en France parce qu'aux États-Unis, on ne la laisse pas s'inscrire dans une école de pilotage. Et c'est pareil, dans les années 20, elle va obtenir son brevet très rapidement. C'est une bonne pilote qui va participer à des tas de choses, qui va mourir bêtement. Elle tombe de son avion, des choses qui n'arrivent plus, en voulant tester un futur vol où elle va sauter en parachute, elle se penche et elle est éjectée de l'avion. Elle tombe de 600 mètres. Il y a une autre aviatrice de couleur qu'on peut citer évidemment parce que tout le monde la connaît. C'est Joséphine Baker, évidemment, même si elle n'a pas été, on peut pas dire qu'elle se soit. Mais les aviateurs. Elle en est. Elle était les forces aériennes françaises libres, c'est pas rien. C'est elle aussi, en plus, une grande résistante. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et nous abordons à présent la partie patrimoine de cette émission. Franck, nous sommes toujours en compagnie de la directrice du musée de l'air et de l'espace du Bourget, Catherine Monory, mais aussi aviatrice de haut vol, puisqu'elle est double championne du monde de voltige aérienne. Et puis Max Armanet est avec nous également, journaliste, directeur de l'agence de presse Forum Média et président du conseil scientifique du musée de l'air et de l'espace. Alors ce musée de l'air et de l'espace, je l'ai dit très souvent à cette antenne, mais c'est vrai, est une des visites incontournables pour les personnes qui passent un peu de temps dans la région parisienne. C'est une merveille de musée. Il y a non seulement des collections très riches dans le détail desquelles nous allons entrer dans un instant, mais il y a une atmosphère. On est emporté lorsqu'on arrive chez vous, Catherine Monory. Cette atmosphère tient peut-être en partie à la splendeur du cadre, parce que vous avez la chance d'être installé dans un des plus beaux bâtiments de l'entre-deux-guerres qui soit. Tout à fait, dans un bâtiment art déco magnifique qui a été construit par un prix de Rome en 1937 pour l'exposition universelle. Donc c'est l'endroit prestigieux de la France à ce moment-là où on reçoit les chefs d'État. Ça, c'est la vitrine, bien sûr. Le premier petit morceau d'autoroute pour aller à Paris et vient du Bourget. Il est très très beau et nous sommes en train de le refaire entièrement, de le restaurer comme il était à l'origine, lui rendre sa tour de contrôle. C'est la première fois qu'on réunit tout dans un bâtiment. Avant, vous alliez déposer votre valise là, acheter, faire passer la douane ailleurs. C'est un grand bâtiment de 220 mètres carrés, béton, très beau. Ce qui prouve quand même, Max Armanet, qu'on peut faire des aéroports beaux. Ça, on aurait presque fini par l'oublier quand on se promène un peu partout dans le monde. C'est un aéroport qui est conçu au moment de l'exposition universelle de 1937. Et donc, on a compris que la porte de la France, c'était un aéroport. Et cet aéroport, c'est l'aéroport du Bourget, les locaux même du musée de l'air, avec déjà un concept très moderne, très révolutionnaire. C'est-à-dire que c'était un bâtiment qui était prévu pour pouvoir s'étendre par des modules, un petit peu comme on conçoit les aéroports modernes en fonction de l'évolution du trafic, avec un noyau central pour la navigation, une façon de procéder extrêmement simple. On rentre, il y a un parking, on traverse un bâtiment qui, vu du ciel, ressemble à un avion avec ses grandes ailes déployées. Et quand on passe du côté de la cabine de pilotage, on est prêt à embarquer sur l'avion, et ça a été l'écrin des collections du musée de l'air. Et c'est vrai que comme la France est le pays, le berceau mondial de la conquête de l'air, la plus belle collection au monde des appareils des pionniers et jusque les années 20-30 qu'on vient de décrire sont dans ce musée. Et donc, un musée qui a vu le jour très tôt d'ailleurs, dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, l'embryon en tout cas du musée, Catherine Monory. Oui, on comprend très vite qu'il faut conserver. Donc dès 1919, il a été inauguré en 21, mais il a été fait à ce moment-là. Et en fait, le musée lui-même... Alors à l'époque, il n'était pas au Bourget. Il n'était pas au Bourget, voilà. Il était à Issy-les-Moulineaux, il est passé un petit peu à Ballard, et il est retourné à Issy-les-Moulineaux, et il est venu à partir de 73 jusqu'à 81 à peu près, quand l'aérogare a cessé de fonctionner de façon utile. Mais c'est pour ça que ce qui est très intéressant pour nous,
pour qui vient visiter ce musée, c'est que nous avons une partie d'avions qui est exposée dans cette aérogare, dans des bâtiments à côté, et surtout un tarmac. C'est-à-dire que c'est absolument unique au monde. Vous vous promenez aussi sur le tarmac, où les barrières de sûreté sont assez minces, et vous êtes sur un terrain complètement historique, puisque dès 14, le maréchal Gallieni va décider que c'est de là que partiront les avions qui vont protéger Paris. Et ça va être un terrain qui va toujours être actif, et qui est le premier aéroport d'affaires maintenant. Donc, quand vous vous promenez à côté du 747, et un grand événement nous attend, puisque mardi prochain, le 14, un A380 d'essai va être offert par Airbus et va se poser au Bourget pour y rester, pour faire partie de nos collections qui rentrent dans le patrimoine. Eh bien, vous pourrez être sur le terrain. C'est l'histoire immédiate, là. L'histoire immédiate, vous pouvez être sur le terrain et le voir arriver, le voir se poser. Il fera d'ailleurs de passage. Mais et ensuite, vous vous promenez en voyant les avions. Même les plus grands musées, je pense à Washington, qui est très connu. Il y a ce sont les deux grands musées du monde. Voilà. Oui. Il y a un bâtiment à Dulles, mais ce bâtiment-là n'est pas, il est tout à côté du terrain, mais il n'est pas en rapport direct avec le terrain. Vous ne marchez pas sur les dalles, sur le tarmac, à côté des avions qui volent, et que vous voyez, vous pouvez regarder. Il y a pas mal de trafic toute la journée, il décolle, il se pose des avions. Vous présentez 30 000 objets, en tout cas vous possédez 30 000 objets, vous ne les présentez pas tous évidemment, dans 12 500 mètres carrés d'exposition, c'est absolument gigantesque bien entendu, et vous présentez 150 avions, en tout cas 150 aéronefs disons. Hein. Oui, à peu près. C'est tout à fait extraordinaire, dont une partie donc en plein air, vous venez de le dire, sur le tarmac. On viendra tout à l'heure à l'actualité de ce musée, aux restaurations qui sont en cours, à la nouvelle présentation des collections. Ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est le caractère très didactique aussi de ce musée. On vous montre comment on en est arrivé à ces avions tellement éblouissants, comment ce progrès technologique fascinant au cours du XXe siècle s'est produit. Oui, vous pouvez le suivre. D'ailleurs, c'est extraordinaire. C'est un musée, effectivement, vous le dites, très pédagogique. Hier, on ne s'entendait plus, honnêtement, sans les vacances. On ne pouvait pas se parler dans le musée, tellement il y avait des tas de petits-enfants partout, avec des classes entières qui hurlent de bonheur et de joie, parce que pour eux, c'est formidable, parce qu'on peut aussi courir dehors entre les avions et on peut aller voir. Et ils sont bouche bée devant tout ce qui s'est passé. C'est quand même extraordinaire. Il faut penser que le Blériot qui traverse la Manche en 1909, c'est vrai. Et oui, il est là. Il est là. Il est reconstitué, en tout cas. C'est vraiment un petit peu de bois et de toile. C'est une petite chose ravissante et fragile. Mais 60 ans plus tard, ce qui est quand même rien, la même année, on aura le Concorde, et nous en avons 2 têtes bêches. On aura le 747, c'est-à-dire qu'on ouvre l'aviation à tout le monde et on marche sur la Lune. Et tout ça, vous pouvez le voir, parce que on a un hall de l'espace, effectivement, un hall de l'entre-deux-guerres, vous avez les hélicoptères, le hall militaire, les fameux prototypes, les choses invraisemblables qui n'ont volé qu'une fois ou qui n'ont existé qu'à un exemplaire. 300 000 visiteurs par an, il devrait y en avoir 3 fois plus en fait. Alors c'est ce que nous espérons beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de projets dans le Grand Paris qui se dessinent, et une station de métro de la ligne 17 devrait, vers les années 2024, arriver juste devant le musée et desservir tout l'aéroport. Et donc ça nous aidera. C'est pas pour ça qu'il y aura beaucoup plus, parce que plus nous présenterons, plus nous aurons un musée intéressant et continuerons à présenter les collections de façon attractive. Et j'espère qu'on pourra plus que doubler, mais largement tripler. Alors justement, ces collections, nous allons les présenter à nos auditeurs dans un instant. En votre compagnie, à tous les deux, nous sommes en effet avec la directrice du musée de l'air et de l'espace et avec le président de son conseil scientifique. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Chevalier du ciel, Johnny Hallyday forcément. Sur Europe 1, nous sommes toujours au cœur de l'histoire avec vous. Beaucoup. Ça rappelle les souvenirs, certainement. À beaucoup de nos auditeurs. À propos de souvenirs, il n'est pas trop tard si j'invite nos auditeurs à justement partager leurs souvenirs ou leurs photos du musée de l'air et de l'espace, puisqu'on parle de notre patrimoine, le musée de l'air et de l'espace, pardon. Donc ça se passe bien évidemment sur Twitter, #ACDH, sur la page Facebook de l'émission Au cœur de l'histoire, ou encore sur europe1.fr. Je me suis laissé dire que dans les collections du musée de l'air et de l'espace, il y avait 2 avions sur lesquels vous avez piloté, vous, Catherine Monory. Non ? Des avions qui ont été pilotés par Jacqueline Auriol. Ah, c'est des avions par Jacqueline Auriol ? Le Mystère 20. Oui. Et le Mirage 3 sur lequel d'accord, j'avais compris quand on m'a dit qu'elle a piloté, j'ai cru que c'était de vous qu'on parlait. Pardon. Non, c'est de Jacqueline Auriol. Jacqueline Auriol, oui. on a 2 avions sur lesquels elle a piloté. Elle a battu le record sur le Mystère 20 dont nous parlions tout à l'heure, et Mach 2.
avec le Mirage 3. Oui. Il y a beaucoup d'avions. Celui de 59, là, le fameux. Oui, voilà. Il y a beaucoup d'avions sur lesquels elle a volé, puisqu'elle a volé sur 140 types d'avions. Donc on en a au moins 20 sur lesquels elle a volé. Mais ces deux-là, ce sont des avions dans lesquels elle a vraiment volé. Elle. Donc, oui. C'est pas les mêmes types, ce sont ceux-là. Ce sont les avions. Ce sont ces avions-là, c'est son avion, Mr. Manner. Ceux qu'elle a connus par ailleurs et qui sont dans les collections, il y a le Vampire, le Mystère 2, Mystère 4 Reines, l'Ouragan, Retour, le Fouga. Tous ces avions-là, on peut les voir quand on est à... Alouette 2, le Breguet Alizé. Le Concorde, comme pilote d'essai, elle y était dans la cabine. En tout cas, elle a été invitée, mais elle a pas. Voilà ce qu'elle pensait de l'Airbus le 18 juin 1974. C'est donc une interview de Jacqueline Auriol au micro de Gérard Fusy. Je pense que un passager, une passagère, puisqu'aujourd'hui nous sommes uniquement des passagères, attendent le confort sur tous les plans. C'est-à-dire le confort qui naît de la sécurité, de la gentillesse du personnel, mais également la vitesse, bien sûr. J'ai fait l'autre jour un vol sur Concorde, mais vraisemblablement Concorde aura une clientèle particulière d'hommes extrêmement pressés et de gens qui ne voudront pas du tout être fatigués d'un long voyage. Mais Airbus, que je connais, est un merveilleux avion. Je pense qu'Air France a beaucoup de chance, enfin a fait un choix très judicieux en ayant à la fois le Concorde et l'Airbus si complémentaires. La voix de Jacqueline Auriol, donc qui parlait de cet avion, de cet Airbus. Elle avait une véritable passion, non seulement pour l'exploit, ça elle l'a démontré tout au cours de sa vie, mais aussi pour la technologie, pour la puissance de la France en fait. Il y avait cette dimension-là aussi, incontestablement. Oui, elle se passionne vraiment. C'est une femme d'action, de record. Elle est prise par ça. Elle était en quelque sorte un peu une ambassadrice d'une certaine manière. Elle a tout à fait évidemment le goût de ces choses-là, et puis d'avoir vécu à l'Élysée, d'être la belle-fille du président de la République, là forcément en plus. Peut-être que ça lui donnait cette dimension en plus. Oui. Max Armanet, quels sont les chefs-d'œuvre à ne pas manquer, si je puis dire, dans la visite du musée de l'air et de l'espace? Quand on est au Bourget, il ne faut pas repartir avant d'avoir vu telle et telle chose. Il y a des avions de raid de l'entre-deux-guerres, l'oiseau canari, la première traversée de l'Atlantique Sud, le Ningesser Recoli, qui est vraiment l'avion avec lequel Coste et Bellon vont faire le tour des États-Unis, le point d'interrogation qui rend l'appareil l'hommage à Lindbergh en faisant le premier Paris-New York. Lindbergh, c'est le premier New York-Paris, donc Paris-New York, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a des vents contradictoires. Il y a le train d'atterrissage de l'Oiseau Blanc, de Ningesser Recoli, et qui ne sont jamais arrivés au but. Mais voilà, c'est une épopée de gens qui avaient des valeurs, qui croyaient au progrès, qui n'hésitaient pas à prendre des risques. On est une société qui s'effraie devant le moindre risque, mais si Santos Dumont avait pas cassé 10 avions avant de faire le premier vol, il n'aurait pas réussi. Si Farman, à bord d'un voisin, n'avait pas cassé ses avions, il n'aurait jamais fait le premier kilomètre en circuit fermé. Puis il y a un autre avion très très émouvant, c'est le SPAD 7 de Guynemer. Ça nous amène à l'époque d'avant, si je puis dire, parce que jusqu'ici vous me citiez essentiellement des avions de l'entre-deux-guerres. Guynemer, c'est un nom qui traverse les époques. Il meurt à 22 ans. C'est le premier grand as. Il a une vie avec Yvonne Printemps. Enfin, c'est le prototype de la jeunesse qu'on aurait retrouvé. Il aurait fait du rock s'il avait été dans les années 60. Là, il fait de l'aviation, et il y a l'avion original avec l'entourage original qui est magnifiquement présenté dans le musée. Et puis sans ça, il y a les avions. Ce n'est pas un parcours chronologique, il faut dire. Ce sont des thèmes. Vous avez le hall de la cocarde qui évoque justement les armes. Voilà, c'est par thème pour l'instant. Alors on peut parfaitement
parce que c'est un grand musée et il faut y venir plusieurs fois. On peut décider qu'on va s'occuper de l'aviation militaire ou qu'on va voir les grands raids ou que vous savez 2 Concorde tête bêche quand même, le numéro 1 qui a volé le premier, celui qui a fait qui a fait aussi le tour du monde, celui qui a suivi une éclipse. Vous avez vraiment, et on ne sait plus. Il y a un hall pour la partie merveilleuse de la bataille de France, bataille d'Angleterre avec les Spitfire, le C-47, DC-3. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'endroits. C'est plein de vie, d'émotions. Vous savez, c'est plein de fantômes. Il y a même un hall réservé à l'espace. Nous y venons dans un instant. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et oui, on termine en beauté avec vous, Franck Ferrand, avec cette partie patrimoine. Aujourd'hui, le musée de l'air et de l'espace, toujours en compagnie de vos invités, Catherine Monoury et Max Armenet. Et oui, Catherine Monoury, qui est la directrice du musée de l'air et de l'espace au Bourget, et Max Armenet, qui en est le directeur du conseil scientifique. Je parlais de l'espace il y a un instant, parce que le musée s'appelle bien Musée de l'air et de l'espace. Et on y parle de la conquête spatiale. Hein, et comment ? Absolument. Vous savez, c'est le seul musée qui parle de toute l'histoire de la conquête de l'air, puisque nous avons aussi l'aérostation, l'aviation, l'espace. Alors, il y a un joli hall de l'espace, ce qui est très fascinant sur tous les débuts de l'espace. Mais peut-être, moi, l'objet qui me marque le plus, c'est la capsule Soyouz dans laquelle était Jean-Luc Chrétien, qui, elle, est un objet qui est revenu de l'espace. Mais comment est-ce que, alors, on vous l'a offerte? Ça se passe comment, le versement des collections? Alors, dans les collections comme ça, ce sont des dépôts. C'est-à-dire qu'elle ne nous appartient pas, mais elle nous est prêtée. Vous savez, pendant un moment, on avait la capsule Apollo 13 aussi, mais les Américains nous l'ont repris. De temps en temps, nous prêtons des avions ou des objets, parce que nous avons aussi beaucoup de tableaux. Il y a énormément de choses, des meubles au ballon. Il y a pas que des avions. Alors, quand vous parlez des meubles au ballon, c'est que là, nous sommes allés très loin, quasiment dans le futur avec l'espace. Oui. Mais il y a aussi toute une partie qui est consacrée, Max Armenet, à l'aérostation, c'est-à-dire à l'époque où ce qui volait était plus léger que l'air et non pas plus lourd. Hein. Oui, il y a la plus belle collection au monde des avions, enfin des objets à la montgolfière. C'est la conquête de l'air commence en France en 1783. Les premiers vols humains, c'est en France, et d'ailleurs à Paris, et il y a une collection d'objets incroyables, magnifiques, uniques au monde, et donc de les voir cohabiter avec le Concorde, ça me permet de mesurer la marche de l'humanité. Oui, ça permet de mesurer un incroyable progrès et en même temps de prendre conscience de la relative brièveté de toute cette épopée-là. Puisque, somme toute, ça commence au milieu du XVIIIe siècle et on est très loin encore d'être à l'aboutissement. J'imagine qu'on va inventer dans les temps qui viennent des moyens de locomotion aérien encore bien plus extraordinaires que ceux que nous connaissons. Mais c'est pour dire que c'est une histoire courte avec de très très grands progrès. C'est une histoire très courte. C'est une histoire qui exprime la marche du temps. Il n'y a pas d'autres musées au monde où on voit, y compris dans les habits, dans le design, l'expression d'une époque. Là, on est début de Louis XVI, et puis aujourd'hui, la 380 qui va arriver, c'est-à-dire ce transport de masse avec la capsule Soyouz de Jean-Luc Chrétien. Enfin, c'est une marche dans le temps. Vous avez des chercheurs qui viennent en dehors des visiteurs, des touristes et des amateurs? Oui, bien sûr. Il y a des professionnels qui viennent pour travailler, pour observer des objets qu'ils aiment. D'une part, il y a un conservatoire d'objets, encore une fois, unique au monde. Et puis d'autre part, il y a des archives. Donc, dès qu'on s'intéresse à une période particulière, le musée de l'air est un endroit, est une manne. Quand on dirige un grand musée, j'imagine qu'on est sensible à l'évolution de ce musée. Comment voyez-vous l'évolution des choses, Catherine Monoury? Vous nous parliez des travaux qui sont en cours là et qui sont très importants sur l'aérogare. Tout à fait. Alors, nous sommes un peu à l'horizon 2024 avec l'arrivée du métro. Il y a tout l'environnement, bien sûr, en même temps que le territoire. On bouge. Et l'idée, c'est une fois que nous aurons bien restauré la partie historique de 1937, dont nous parlions, l'aérogare Labro, c'est de refaire tous ces grands halls qui sont au fond une accumulation de hangars qu'on nous a donnés au fur et à mesure dans lesquels nous nous sommes installés pour en faire une belle partie tout à fait contemporaine et représenter nos collections.
pour ça, vous savez, de l'autre côté, nous avons autant de surface, vous parliez des 12 500 mètres carrés, la même chose en réserve, puisque nous avons beaucoup d'avions et beaucoup d'objets, ne peuvent pas tous être présentés. L'idée étant de les faire tourner. On présente un tiers. Ah oui, c'est ça. Même pas un tiers. Un tiers des avions, à peine. Donc, et puis il y en a en dépôt en France. Par exemple, on a un B-26 qui est au musée de Utah Beach parce que c'est la machine qui a servi à ce moment-là pour le débarquement. Et donc, il est vu dans ce petit musée. En échange, des gens viennent voir le reste des avions chez nous. Parce qu'il y a les expositions temporaires aussi. Et il y a les expositions temporaires. Donc, nous essayons, dans la mesure du possible, de faire. Bien sûr, c'est un musée avec de très gros objets. Un avion, c'est pas très facile à déplacer. Plus difficile qu'un tableau, simplement. Je me rappelle que pour un grand spectacle qui a été donné à l'occasion d'un anniversaire chez Dassault l'année dernière, sous la verrière du Grand Palais, il a fallu carrément démonter une partie de l'architecture du Grand Palais pour faire entrer des avions. Et on a démonté les avions qui ne pouvaient pas passer, tout simplement. C'est-à-dire que, évidemment, pour vous, organiser une exposition, ça n'est pas comme présenter quelques encriers ou quelques émaux, par exemple. C'est tout de même assez difficile. C'est tout de même assez difficile. Et en même temps, c'est complètement passionnant, évidemment. Oui. Donc, le but, c'est d'avoir un musée qui, j'espère, sera totalement renouvelé vers les années 2024-2025 dans la présentation de ses collections, de plus en plus contemporain, avec les nouvelles technologies. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est très, très intéressant. Il y a un planétarium aussi. Il y a un planétarium. Nous avons un espace enfant qui en ce moment est fermé à cause des travaux, mais un espace, il y a 1500 mètres carrés pour les enfants qui peuvent comprendre comment ça fonctionne, qui peuvent monter dans un vrai petit avion, il y a un Cessna, qui peuvent faire des essais de fusées, qui peuvent piloter, il y a beaucoup de choses, il y a des simulateurs, et puis après, vous rentrez dans la partie historique, vous avez le temps de vous impliquer partout pour comprendre ce qui s'est passé, effectivement, l'intégrer, et regarder plus loin. Donc le but d'un musée, c'est pas seulement de vous parler du passé. Forcément, c'est ça. Mais pourquoi ? Pour comprendre le présent et puis aider pour créer des vocations, peut-être, pour créer des vocations, pour les susciter. Tous ces petits adorables enfants qui se promènent partout, ce sont eux qui vont avoir les idées de demain. Donc les défis sont différents. On sait bien qu'il y a les défis environnementaux, il y a des tas de choses. On va continuer à progresser, sans doute d'une façon différente, en comprenant des tas d'enjeux différents. Et c'est un peu dans cet esprit-là que la 380 arrive. C'est bien pour montrer qu'on montre aussi un avion pratiquement en début de vie. C'est très 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 intéressant de la voir qui arrive, c'est un avion d'essai. Donc nous allons parler des essais en vol. Et les essais en vol, ils ont beaucoup changé depuis les premiers. C'est formidable de la part d'Airbus de vous confier comme ça un de leurs c'est une grosse prise de conscience, je pense, d'Airbus. C'est un très beau cadeau. Grosse prise de conscience de l'intérêt de la valorisation du patrimoine. C'est-à-dire, je crois que Boeing le faisait déjà assez facilement. Un avion sort, hop, on en met un au musée. Et maintenant, Airbus, faisant ça, fait la même chose, nous donne un avion qui évoluera sans doute. Il y aura sans doute des A380 plus longs, différents. Enfin, il y a des tas de projets qui viendront peut-être, mais nous allons avoir le numéro 4 des essais en vol qui arrive. On ira voir ça. Alors évidemment, c'est un tout petit peu loin de Paris. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la région parisienne, je signale que c'est donc au nord de Paris, sur l'autoroute de Lille, l'autoroute A1. 6 km. C'est 6 km, c'est rien du tout. 10 minutes de la Porte de la Chapelle en voiture. 10 minutes s'il n'y a pas d'embouteillage. Et puis sinon, il y a un RER aussi. C'est assez pratique. Donc on peut se rendre facilement au Bourget, au musée de l'air et de l'espace, pour partager le rêve d'Icare. Vous parliez d'une grande famille de ceux qui aiment l'aviation tout à l'heure, Max Armanet. C'est qu'en fait, effectivement, il y a des gens qui sont mus par une sorte d'étincelle particulière, qui volent dans leur esprit. Et voir la Terre d'en haut, voir la Terre du ciel, c'est une expérience qui est unique. En France, c'est assez simple. Si vous voulez apprendre à piloter, vous allez à l'aéroclub voisin. Au bout de 15 heures, vous pouvez commencer à faire des vols solo. Donc, c'est pas quelque chose de très compliqué. Dans le musée de l'air, c'est ce qui est exposé, c'est ce qu'on peut toucher du doigt. L'Aéroclub de France, qui est la plus ancienne institution aéronautique au monde et que préside Catherine, c'est cette famille avec dans l'Aéroclub de France, il y avait Jules Verne, il y avait Gustave Eiffel, il y avait tous ces gens-là qui font partie de la famille. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir conduits dans les airs et à travers les nuages.